parle de des sources de financement envisageables pour nos universités, nos collèges. On parle d'un réinvestissement de 850 millions de dollars payés aux frais des contribuables de la population, dont vous, étudiants, payez à vos impôts. C'est sûr qu'on rebonifie vos crédits d'impôt quand vous faites vos déclarations d'impôt pour ceux et celles qui le font. Puis il y a 190 millions de dollars qui sont demandés de juste part par les étudiants. On peut dire j'ai pas envie de payer le 525 $ sur 5 ans. On peut dire j'ai pas envie de payer, j'ai envie que ça soit gratuit, tout ça. Cependant, l'économie du Canada est axée sur les sables bitumineux, sur le pétrole et une économie qui n'est pas verte du tout. Quand que les pays d'Europe, eux, ont des droits de scolarité complètement gratuits, mais ont une économie verte. Quand on dit 190 millions de dollars en frais de réinvestissement, on peut dire, comme que je me répète, qu'on ne veut pas le payer, mais ça, il va y avoir une augmentation d'impôts, puis vous allez payer plus cher, et ça jusqu'à la fin de votre vie. La moyenne de famille québécoise a 1,6 enfants. On peut arrondir à la hausse 2 enfants. On demande 2 fois 525 $ pour chacun des enfants, ou tous les membres de la famille paient une hausse d'impôts, et ça jusqu'à la fin de leur vie. C'est beaucoup plus rentable comme investissement de le payer là, ici, maintenant, que de voir une hausse d'impôts pour le restant de ses jours. C'est un réinvestissement, un baccalauréat, là, ça engendre un revenu annuel de 3 000 $ de plus que la population en général. Ça engendre pour la société un 3/4 million de dollars en réinvestissement social. On parle de réinvestissement, on parle de sources de financement. Je pense vraiment que c'est important que les étudiants contribuent à la juste part, surtout que les moyens de pression utilisés par les fédérations étudiantes attirent l'apathie de la population en employant des moyens ultra-violents, en faisant du vandalisme dans le centre-ville de Montréal. M. Grenier, désolé, vous voyez mal les panneaux, mais il faut passer la parole à l'autre camp. Alors, premièrement, on a parlé de l'économie beaucoup. Justement, une des raisons pour lesquelles on veut maintenir de bas frais de scolarité, c'est pour avoir une économie prospère. Lorsqu'on hausse ses frais de scolarité, on perd des travailleurs qualifiés, puis on est moins compétitif avec les pays émergents, avec les pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine. Donc, c'est très important de garder des bas frais de scolarité, des frais de scolarité accessibles, en fait, du moins une éducation accessible pour avoir des gens qualifiés. Des gens qualifiés, comme dans les pays nordiques, ça attire des entreprises. Selon l'OCDE, c'est les pays scandinaves qui sont des meilleurs endroits où investir. L'OCDE, c'est l'organisme de coopération et de développement économique. C'est pas un groupe marxiste, ça, là. C'est des gens qui analysent les différentes économies mondiales. Sinon, pour ce qui est des déficits des universités, oui, les universités ont fait des déficits, et là, qu'est-ce qui se passe? Pour leur mauvaise gestion universitaire, ils veulent nous faire payer la note. Il y a beaucoup d'exemples de mauvaise gestion. Les fameux îlots voyageurs à l'UQAM, dont Léo a parlé tantôt, qui a coûté des centaines de millions de dollars, un projet complètement mal investi, les primes de recteur des universités, la compétition entre les universités aussi. Le but de l'université, selon nous, ça devrait être de donner des cours, d'enseigner aux gens et de faire de la recherche. Pas de se faire compétition entre elles pour attirer le plus de clients possible. Je donne un exemple. L'Université de Sherbrooke a ouvert un nouveau pavillon à Longueuil qui offre exactement les mêmes cours, qui a 2 stations de métro plus loin à l'UQAM. Donc ça, c'est le genre de développement immobilier qui n'est pas nécessaire. Récemment, le directeur général de la CREPIC, la Coalition des recteurs et principaux des universités du Québec, se vantait d'être l'un des premiers développeurs, premiers moteurs de développement immobilier au Québec. Le but des universités, c'est pas de faire du développement immobilier, c'est pas de se faire compétition, c'est le savoir, donc l'enseignement et la recherche. Donc, moi, je trouve ça complètement incompréhensible qu'on se ramasse à payer pour les erreurs des universités et les erreurs du gouvernement libéral. Il y a également 2 autres choses, je pense, sont importantes de mettre au clair par rapport à la fameuse juste part. Vous avez sûrement entendu sur toutes les tribunes le ministre de l'Éducation Beauchamp dire « Les étudiants, vous devez payer plus, vous devez en faire plus ». Nous, ce qu'on s'est amusé à comparer, c'est Mme Beauchamp, elle a diplômé en 1985 à l'Université de Montréal. À l'époque, ça coûtait 500 $ une année d'université. Si on met ça en dollars d'aujourd'hui, si on actualise avec le coût de la vie, ça fait environ 1 200 $ par année. À titre de comparaison, si vous vous souvenez, en début de débat, j'ai dit que déjà, les étudiants qui sont à l'université en ce moment paient 3 000 $ et que le gouvernement voulait nous en faire payer peut-être de 4 700 à la fin de l'augmentation des frais de scolarité. Donc déjà en ce moment, on paie plus de 2 fois ce que la ministre de l'Éducation payait à son époque, mais pour elle, on ne fait pas encore notre juste part.
C'est sans compter que les personnes qui vont assumer justement la dette publique du Québec dont on parlait tantôt, c'est nous. Les gens qui vont devoir payer pour les caisses de retraite qui vont bientôt devenir vides, c'est les jeunes. C'est qui va devoir payer pour les saccages environnementaux qui se font un peu partout au Québec? C'est les jeunes. Et en plus de ça, le gouvernement veut nous endetter avant même qu'on arrive sur le marché du travail. Moi, le message que je veux envoyer, c'est qu'on est prêt, notre génération, à relever les défis qui attendent le Québec, tant au niveau environnemental qu'économique. Mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est simple. Laissez la chance à tous les jeunes qui en ont le talent, qui le désirent, de fréquenter l'université. Et une fois qu'on va être sur le marché du travail, on va pouvoir rembourser le coût de notre formation via nos taxes et nos impôts. On a aussi parlé de la référence historique de 1968, où supposément à l'époque, ça coûtait plus cher. Et en 1968, les francophones n'allaient pas vraiment à l'université. Les gens qui venaient des régions éloignées n'allaient pas vraiment à l'université. Aujourd'hui, c'est le jour de la femme. En 1968, les femmes au Québec, ils ne fréquentaient pas les universités. Et justement, la raison pour laquelle, à cette époque-là, on a gelé les frais de scolarité, pour laquelle on a décidé de les diminuer, c'était justement pour que le monde ordinaire puisse fréquenter les universités. Et moi, je pense qu'on ne peut pas revenir à cette époque-là, puis qu'au contraire, au lieu de se comparer au pire, on devrait se comparer avec les meilleurs, puis on devrait justement poursuivre le gel des frais de scolarité pour que de plus en plus de jeunes puissent fréquenter l'université au Québec. Merci, Érica. La prochaine question peut être vue dans une perspective peut-être un peu plus générale. Elle concerne en fait le mandat, le rôle des associations étudiantes, dont le mandat principal est de représenter l'ensemble de leurs membres. La question se pose dans le débat qui nous occupe plus spécifiquement aujourd'hui. Comme la question des frais de scolarité préoccupe l'ensemble des étudiants, il est permis de le penser, comment est-ce que les associations étudiantes peuvent s'assurer de respecter ce mandat de représentativité de l'ensemble de leurs membres? Donc nous commencerons pour cette question par messieurs Bureau-Blouin et Saint-Onge-Perron. À la Fédération étudiante collégiale, un des points d'honneur qu'on s'est fait, c'est de s'assurer que les consultations qui allaient avoir lieu, tant au sujet des frais de scolarité qu'au sujet de la grève générale, allaient se faire d'une manière démocratique. Pour vous donner un exemple, au Collège de Rosemont, j'étais il y a quelques jours, ils ont fait un référendum justement pour savoir s'ils allaient déclencher la grève. C'est plus de 72% de la population étudiante du cégep qui a participé. Puis c'est aux 2 tiers qui se sont dit favorables au déclenchement de la grève générale. À titre de comparaison, aux dernières élections générales au Québec, il y a 57% de la population québécoise qui a participé. Donc quand on se fait dire que les mandats des associations étudiantes ne sont pas démocratiques, je pense que les gens omettent de regarder quelle est la réalité, puis nient justement que la population étudiante est derrière les leaders étudiants. Puis moi, je crois qu'au contraire, les étudiants au Québec en ce moment en ont assez de se faire dire par le gouvernement Charest qu'ils doivent constamment payer plus. Puis je pense que les associations étudiantes au Québec vont justement incarner un mouvement de protestation qui est grand. Puis je pense que le mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur. En ce moment, il y a déjà 125 000 étudiants au Québec qui sont en grève générale. Hier, il y a les étudiants de l'Université Concordia qui sont plus de 30 000 qui ont décidé de se joindre à partir du 15 mars prochain. Même les cycles supérieurs de l'Université McGill ont décidé de se joindre. Donc c'est vraiment un mouvement qui touche non seulement les francophones, mais également les anglophones, qui a également pris de l'ampleur partout au Québec. Dans les prochains jours, c'est des étudiants de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de l'Outaouais, de partout au Québec qui vont être consultés. Puis j'espère que les étudiants de Montmorency vont eux aussi faire partie du mouvement. Il faut regarder aussi, lorsque la ministre de l'Éducation dit par exemple que les associations étudiantes, les étudiants qui manifestent et surtout les étudiants qui ont voté pour la grève sont des marginaux. En fait, la forte majorité des étudiants qui ont été consultés sur la grève ont voté en faveur de cette grève-là. Donc de dire que lorsque le 3/4 ou 80% des étudiants votent en faveur d'une question, c'est des marginaux, je trouve ça un peu bizarre déjà que c'est plus que la majorité. Ça marche juste pas. Ensuite, deuxièmement, ici à Montmorency, on fait tout en notre possible en ce moment pour que le vote se déroule de la meilleure façon possible. On travaille avec l'administration, on a signé un protocole sur la manière dont ça allait se passer cette assemblée-là. Par exemple, l'obligation d'avoir la carte étudiante lors du vote et pour prendre la parole. C'est tout le genre de choses dont on s'assure que ce soit les gens d'ici qui soient représentés. On se permet à tout le monde de pouvoir être là et on organise même un débat avec nos opposants pour permettre à tout le monde d'avoir les diverses opinions et pour permettre de prendre une position éclairée. Donc lorsqu'après ça, on vient se faire dire qu'on n'est pas représentatif, moi, je prendrais ça avec un grain de sel.